Messieurs, mesdames, tout d'abord, je veux remercier le professeur France Grenet de m'avoir invité à donner ce cycle de conférences. Et je veux commencer aujourd'hui avec un chiffre et on entend souvent que le PIB de la Chine va rattraper celui des États-Unis très vite. Et on peut voir, je recommence avec ce chiffre. On entend souvent que le PIB de la Chine va rattraper celui des États-Unis très vite. Et on peut faire les comparaisons de PIB et voir que celui de la Chine est 12e du monde. Quand on voit le PIB par habitant, celui des États-Unis est supérieur à celui de la France et celui de la France est supérieur à celui de la Chine, qui est pardon. Alors, 72e du monde, et c'est grâce à cause de la taille de population chinoise qui était 1,4 milliard d'habitants cette année. Et la vitesse de développement économique en Chine est vraiment, le développement est vraiment vite depuis les années 80 et l'économie a cru en moyenne de 10% par an sur 30 ans jusqu'il y a 7 ans. 300 millions de personnes ont été sauvées de la pauvreté. Les banques chinoises ont accumulé des réserves énormes. Et par an, comme vous tous savez, les Chinoises voyagent en pays étrangers et dépensent plus que les touristes d'autres pays. Souvent, ils prennent ils emploient les aéroports les moins chers. Ils mangent, bien qu'ils mangent la nourriture chinoise, mais ils achètent les produits de marque, comme vous le savez, comme Louis Vuitton. Et quelles sont les raisons du succès de l'économie chinoise après les années 80? On peut dire qu'il y a la demande accrue après la révolution culturelle. Il y a des nouvelles opportunités d'exportation grâce à la sous-traitance. La qualité de la main-d'œuvre chinoise et la longue histoire d'entrepreneuriat depuis la dynastie Song. C'était le sujet de ma conférence aujourd'hui. Quand les Chinois réclament leur place dans le monde, et il y a 7 ans, au début de son mandat, quand le président Xi Jinping a dit, et c'est difficile pour moi de lire. Vous pouvez lire plus vite que je peux le dire. Et que voulait-il dire exactement? Il pensait à la puissance économique passée de la Chine. Et ça est le sujet de ma conférence aujourd'hui. Nous avons vu cette carte la semaine dernière, et c'est une carte de mon
prochain livre au sujet de la mondialisation en l'an 1000. Et je veux, la semaine dernière, j'ai parlé au sujet de l'Asie du Sud-Est. Et aujourd'hui, je veux parler au sujet de la région de la Chine. Et je veux parler au sujet de quelques exemples de la puissance économique sous la dynastie Song. Et alors, ce sont les parties de ma conférence aujourd'hui. Sous la dynastie Song, on a la production à grande échelle et la capacité de production annuelle de fer était vers l'an 1000 était le même taux qu'en Angleterre vers l'an 1700. Et on a employé le fer pour les épées et les armes, les armures et les autres armes. Et sous la dynastie de Song, il y avait la production à grande échelle, mais sans puissance thermique et sans électricité. Je vous rappelle que la Chine n'a jamais manqué de main-d'œuvre. Voici un exemple parfait de leur puissance industrielle. C'est une pagode construite en fonte après l'an 1000. Il y a une hauteur de plus que 20 mètres et c'était dans la province de Shandong. La population chinoise est énorme aujourd'hui. C'était énorme aussi sur la dynastie Song. À l'an 1000, la population mondiale était environ plus que 200 millions, dont la Chine représentait 1 million. Et je veux parler, nous avons parlé déjà au sujet du rouleau peint Qingming. Et la semaine dernière, rappelez-vous que c'est la Mona Lisa de la Chine. C'est un rouleau qui est plus que 5 mètres long. Et on peut voir une ville, et à mon avis, ce n'est pas la capitale de la dynastie Song du Nord, c'est à Kaifeng, mais un paysage urbain et idéal. Dans cette peinture, on ne voit pas les pauvres, ni les mendiants, ni les amas d'ordures, ni la saleté, ni les handicapés. On ne voit que 20 femmes sur 500 personnes. Et c'est pourquoi. Je pense que c'est parce que l'artiste a voulu peindre un rouleau en hommage à l'empereur et il a essayé de représenter une société idéale. Et ici, on peut voir un détail, une photo, la photo du rouleau Qingming. Et ici, on voit un pont qui traverse la rivière. Et c'est intéressant dans le monde idéal de l'artiste qu'il y a beaucoup de commerce et plusieurs de marchés. Et on peut voir ici sur le pont qu'il y a beaucoup d'étals. Et sous la dynastie Tang, c'est la dynastie avant la dynastie Song, les marchés le gouvernement a régulé les marchés et il était dans les espaces limités et il ouvre à midi et se ferme
quand le soleil se couche. Mais dans la dynastie Song, les marchés deviennent partout. Et on voit ici, comme sur ce point, que les marchés, c'est un marché où on vend beaucoup de choses. Les boissons, comme la semaine dernière, nous avons parlé au sujet de boissons, de parfums, de bois d'aigle et aussi de la racine de lotus. On peut acheter les boissons et les snacks, et aussi on voit ici une quincaillerie où on peut acheter les objets en métal comme les ciseaux. Et les ciseaux chinois ne sont pas les mêmes que les ciseaux à l'Europe. Ils ressemblent à une pince. La semaine dernière, j'ai parlé au sujet des pièces que les Chinois ont employées. Et après ma conférence, Madame Lise Jankowski m'avait expliqué que l'expression correcte, c'est ligature de monnaie, c'est vrai? Ok, bon. C'est ligature de monnaie et celles-ci sont corrodées. Et ça, c'est l'argent que les gens ont employé sous la dynastie Song. Et l'explication pour Wikipédia, de Wikipédia vous explique l'usage, le sens, que veut dire ligature. Sous la dynastie Song, on a créé la première monnaie de papier en l'histoire du monde. Et au début, c'était dans une seule province, Sichuan. Et au début, les banques privées ont employé les lettres de crédit parce que les pièces en Sichuan, on emploie les pièces qui sont faites en fer. Et il était trop lourd. Mais parfois, les banques n'avaient pas assez de pièces pour rembourser la valeur des lettres de crédit. Et par conséquent, le gouvernement a commencé à émettre des billets de banque. Au début, on les trouvait seulement dans la province de la Sichuan. Mais après, c'est difficile. Après un siècle, on commençait à employer l'argent la monnaie de papier dans toutes les provinces de la Chine sous la dynastie Song du Sud. Cette monnaie de papier est imprimée avec gravure sur bois. Et ça, c'est les livres en Chine à cette époque sont presque tous imprimés avec la gravure sur bois. Mais on a découvert aussi les caractères amovibles. La photo ici, c'est un modèle qui est fait selon la description d'un scolaire chinois qui s'appelle Shen Kuo. Et on a placé les caractères amovibles dans les lignes et quand ils sont prêts, on a placé une feuille de papier sur les caractères pour imprimer une page. Et les livres imprimés, les plus anciens avec les caractères amovibles et qui existent encore aujourd'hui viennent de Corée et ils datent de 1400, c'est 50 ans avant Gutenberg. Et
ce qui est important pour l'économie chinoise sous la dynastie de Song, c'est que le gouvernement a imprimé les livres, les manuels agricoles et les nouvelles technologies agricoles a aidé, la production agricole était énorme et il y a de agriculture qui a commencé à cultiver les nouvelles plantes qu'ils peuvent vendre au marché. Et il y a des autres qui ont abandonné l'agriculture pour travailler en plein temps dans l'industrie. Et à cette époque, c'est sous la Song dynastie, la dynastie Song, les industries les plus grandes qui ont fait la production à grande échelle étaient les céramiques qui ont fait les porcelaines, les métaux à l'état brut, aussi les objets fabriqués à partir des différents métaux, comme des chaudrons et des wok et des miroirs, et aussi les textiles de haute qualité. Mais ces choses ont laissé derrière différentes traces archéologiques. Le travail archéologique nous montre, c'est-à-dire que les textiles ne survivent, ne restent presque rien, presque jamais, et les métaux, ça dépend, mais les porcelains, on a trouvé les porcelains chinoises jusqu'en Afrique et au Moyen-Orient depuis 800. Et alors, le commerce maritime était énorme. Et l'objet le plus demandé au monde en l'an 1000 était les céramiques comme celle-ci, le blanc de Chine, qui était très dur et facile à laver, c'était blanche et facile à laver, et deux fois, les céramiques sont presque transparents, et comme le verre, assez transparent comme le verre. Le meilleur exemple de cette production à grande échelle, sans électricité et sans puissance thermique, sont les fours de dragon. Et on peut voir, ils s'appellent les fours de dragon parce qu'ils sont longs, comme le corps de dragon. Je ne suis pas le corps de dragon est combien long, c'est difficile à décider. Mais les fours du dragon ont de temps en temps plus que 100 mètres long, et on peut voir un four de dragon qui continue à faire les céramiques, même maintenant. C'était le département de Dehua, dans la province de Fujian. C'est ici, en Chine. Et c'est près d'une ville portuaire qui était énorme et qui était un centre de commerce maritime qui s'appelle Quanzhou. Et ici, alors nous faisons une visite à ce fort de dragon, et quand on approche le fort, on voit l'indice comme ça, avec les peaux endommagées. Et ici,
c'est le fort de Dragon qui monte sur la colline et on voit un peu de bois de chauffage. Et chaque fois, on emploie 20 tonnes de bois. Sous la dynastie Song, à cause de la déforestation massive, on a employé aussi le charbon et aussi le coke. Et ici, on voit encore le fort et la production a continué jusqu'à aujourd'hui grâce aux subventions gouvernementales. Ici, c'est l'intérieur du fort. C'est environ 2 mètres en haut. Et le mur brille. Ils sont émaillés. Et on peut imaginer le dos de dragon. Et le fort monte sur la colline. Ici, on voit les théières. On fait les théières qui sont émaillées avant la cuisson. Et l'ouvrier place les théières dans les récipients. Et ici, on voit les récipients pleins de théières avant la cuisson. Dans un foie, on peut faire plus qu'une 1000 pots ou une 1000 théières. Et c'est vraiment la production à grande échelle. Et ici, la fenêtre du fort et on peut vérifier la température en regardant dedans. Les températures dans les forts chinois sont plus élevées qu'ailleurs dans le monde. Et l'impact de l'industrie de la céramique était énorme dans la province de Fujian, qui était devenue un centre de production pour les céramiques. Le professeur Billy So estime que plus que 300 personnes travaillaient dans cette industrie. C'est seulement dans la province Fujian. Et ils travaillent à temps plein dans les forts. Et on peut voir les effets de la mondialisation. La semaine dernière, j'ai parlé au sujet des recettes des impôts sur le commerce maritime pour l'État chinois. Et quand la première année après la chute du Nord, la dynastie de Song, les impôts sur le commerce maritime j'avais un niveau de 20%. Et après, il redescend à 5% pour presque chaque an sous la dynastie de Song. On peut voir les autres effets de mondialisation par voir un problème écrit d'un livre mathématique qui a été écrit dans le XIIIe siècle. Et il y avait 4 marchands qui ont créé une association pour faire du commerce avec l'Asie du Sud-Est. Et quand ils sont rentrés en Chine, ce sont leurs profits. Ils ont gagné le bois d'aigle et les sacs de poivre et aussi les boîtes d'ivoire. Et alors, on peut savoir que de ce problème que ce sont les importations
de l'Asie du Sud-Est qui était la plus importante pour la dynastie Song. Ok, suite de problèmes. C'est très compliqué. Et alors, on peut voir que long c'est 1247 et la dynastie est faible et la monnaie de papier a perdu son valeur et on emploie les autres monnaies. On emploie or et argent, sac de sel, tout ça nous pouvons comprendre. Mais ils employaient aussi les certificats d'ordination pour des moines bouddhistes. Et c'est parce que les hommes qui possèdent un tel certificat d'ordination pour les moines bouddhistes ne doivent pas payer les impôts. Et alors, il a la valeur comme les certificats d'ordination deviennent un type de monnaie de papier. Alors, on peut voir les investissements de 4 marchands. Suite de problème. On découvert qu'ils ont tous emprunté les uns aux autres. Et alors, les pauvres élèves, il faut résoudre le problème. C'était vraiment dur, difficile, ce problème. Pour trouver les réponses, il faut employer l'algèbre linéaire et les matrices. Je ne pourrais pas le faire. Mais on peut voir que de ce problème écrit, l'importance de la commerce maritime pour les hommes, les gens qui vivent sous la dynastie Song. On peut voir aussi l'importance du commerce maritime par une épave qui était ici sur la côte de Corée. Et c'était un bateau chinois qui est parti d'ici, de Ningbo. Et la destination était le Japon, mais il y a nous pensons, nous ne savons pas, il y avait une tempête et le bateau est accoulé. On voit ici une photo de Sinan, de site archéologique où on a excavé l'épave. Ici, le bateau, les restes du bateau, il y avait une longueur de 34 mètres et là, il était 11 mètres large. On voit des compartiments séparés en bois et c'était les bateaux chinois sous la dynastie Song et après ont toujours ces compartiments et s'il y avait un trou, ça n'affecte le bateau entier, mais seulement une partie. Et on a aussi les choses qui étaient dans le bateau. Et comme je vous avais déjà expliqué, on a les objets en métaux. Ici, c'est les baguettes, oui, et une cuillère. Et aussi, les céramiques sont très importants pour le commerce maritime de la Song. Aussi une boîte
en nacre. Et les conditions de conservation sont vraiment merveilleuses. Et on a les boîtes, on a trouvé les boîtes dans lesquelles on plaçait les céramiques. Et il y avait plus que 20 000 céramiques excavées de l'épave. Et la quantité énorme des céramiques a surpris les archéologues. Et plus surprenant était la quantité de pièces, les pièces chinoises. Et ici, on voit encore les ligatures de monnaie qui étaient trouvées à le site Sinan. Ils ne sont pas corrodés. Et la quantité est vraiment énorme. Et on a 13 siècles de monnaie dans l'épave, c'est-à-dire que les pièces datées de l'an, ils commencent très tôt, à l'an 14, et ils continuent jusqu'au 1310. Et la plupart des pièces étaient fabriquées dans les années 1080. C'était sous la dynastie Song du Nord. Et la quantité était vraiment énorme. 27 tonnes. On a trouvé 27 tonnes de pièces. Et les archéologues estiment que peut-être au fond de la mer Jaune, il y avait plus que 30 tonnes qui restent au fond de la mer. Et on peut voir que les pièces à cette époque, on n'emploie plus en la Chine, parce qu'on peut employer la monnaie du papier. Et les Chinois ont exporté les pièces vers le Japon, et dans le XIIe et XIIIe siècle. Et au Japon, la principale monnaie de paiement était les pièces chinoises. Et la semaine dernière, le professeur Étienne de la Versaire m'avait aidé par expliquer qu'un chameau, la capacité de transport d'un chameau est seulement 200 kilos, mais un bateau qui était fait en bois, un bateau de l'époque de la dynastie de Song, a peut-être 100 tonnes et peut-être plus que 100 tonnes. Et alors, quand on pense à la grandeur du commerce maritime à cette époque, c'était vraiment énorme. OK, par conclusion, nous avons déjà parlé au sujet de industrialisation sans électricité, sans puissance thermique. Et
je veux parler au sujet du livre du professeur Alexander Woodside, qui a écrit un livre, Lost Modernities. Il a constaté que la meilleure façon de mesurer la modernité ne doit pas être liée à l'industrialisation ou au capitalisme. C'est-à-dire que si on changeait la définition de la modernité, on peut remarquer au progrès de la Chine et que les Chinois et aussi les Vietnamiens et les Coréens qui ont employé aussi les mêmes examens pour choisir les fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils avaient un système très avancé des examens. C'est peut-être les examens publics étaient aussi une chose aussi évidence de la modernité. Et que la méritocratie sous la dynastie Song est vraiment quelque chose qui était moderne. Et si nous pensons à un monde où la révolution industrielle n'avait pas eu lieu, ça sera quel type d'un monde? On peut penser que les marchés chinois auraient continué à s'agrandir. Nous savons que sous la dynastie Song, le commerce maritime de la Chine s'étendait jusqu'en Afrique et au Moyen-Orient. Et nous pouvons imaginer qu'il aurait pu atteindre les Amériques. Si on pense au livre de Kenneth Pomeranz, The Great Divergence, il a constaté que la région de Shanghai est la même tailleur de l'Angleterre et ils ont le même taux de croissance jusqu'au 1800. Et c'était seulement après 1800 que l'Angleterre a dépassé la région de Shanghai grâce à la révolution industrielle. Avant l'an 1800, la Chine était une vraie superpuissance économique, bien que les Chinois n'avaient pas découvert la puissance thermique ni l'électricité. Et on peut voir les effets de la mondialisation, même en Asie, même en la Chine, et même en l'Asie du Sud-Ouest, comme nous avons parlé la semaine dernière. Et je veux vous informer de la titre de ma prochaine conférence la semaine prochaine. Merci.